Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner une présentation sur les glycosylcéramides et la signalisation transmembranaire. Il y a 4 grandes lignes dans cette présentation. En premier, j'aimerais faire un rappel sur les lipides et ensuite, on va voir les voies métaboliques des glycosphéngolipides. Ensuite, on va voir l'implication des glycosphéngolipides dans les radiolipidiques et la signalisation transmembranaire. Et on va terminer en regardant au rôle des glycosphéngolipides dans la prolifération, la différenciation cellulaire et l'apoptose. Voici quelques acronymes qui seront utiles au long de la présentation. Alors, j'aimerais faire un rappel rapide sur les lipides. Les lipides sont des substances d'origine biologique qui sont solubles dans les solvants organiques et peu solubles dans l'eau. Ils ont plusieurs rôles importants, comme des rôles structuraux, des rôles métaboliques et aussi, comme on va voir, ils sont impliqués dans la signalisation. La base de la majorité des lipides sont des acides gras qui sont des acides carboxyliques avec longues chaînes hydrocarbonées qui sont soit saturées ou insaturées. J'en ai encerclé en rouge. Et ensuite, les acides gras peuvent s'estérifier avec un glycérol, le glycérol encerclé en bleu, pour former un triacylglycérol. Alors, il y a 4 classes principales de lipides. En rouge, ici, j'ai démontré les acides gras et en bleu, le glycérol. La première classe de lipides, c'est les triacylglycérols, aussi connus comme triglycérides, qui sont composés de 3 acides gras plus un glycérol. Cette forme de lipide ou cette classe de lipides est principalement utilisée pour l'entreposage des acides gras. Ensuite, la deuxième classe, c'est les glycérophospholipides ou phospholipides, qui sont composés de 2 acides gras plus un glycérol qui est phosphorylé et un composé X. Et souvent, le groupement X, c'est un dérivé d'un alcool polaire comme éthanolamine ou choline. Et les phospholipides sont trouvés dedans les membranes plasmiques des cellules. Ensuite, la troisième classe, c'est les sphingolipides. Et les sphingolipides vont être développés en avantage dans cette présentation. Ils sont composés d'aminoalcools comme la sphingosine, que j'ai représenté en noir ici. Et lorsque ces aminoalcools sont N-acylés, ils sont maintenant des céramides. Donc, lorsqu'il y a un acide qui est acidé à l'amine, ils sont des céramides. Ou le groupement X2, c'est plusieurs différents groupements qu'on va explorer en détail dans les diapos à venir. Et ensuite, la quatrième groupe de lipides, c'est les stérols, qui sont des composés stéraux. Alors, à l'intérieur des sphingolipides, il y a 2 types principaux. À la gauche, on voit les sphingomyélides, qui sont des sphingophospholipide, donc un céramide plus soit un groupement phosphocholine ou un groupement phosphoéthanolamine. Ils sont retrouvés en grande quantité dans la gaine de myéline, entourant et agissant comme isolant électrique autour des axones, des cellules nerveuses. Et la deuxième classe de sphingolipides à droite, et ceux qui nous intéressent pour cette présentation sont les glycosphingolipides. Eux, ils sont composés d'un céramide plus un sucre ou plusieurs sucres. Et c'est ces types de sphingolipides qui vont être explorés en plus de détails. Alors, dans les glycosphingolipides, il y a encore plus de classes ou types de glycosphingolipides. Et il y en a 4 principaux. Donc, la première et les plus simples sont les cérébrosides. Ils sont composés de céramides plus un monosaccharide. Donc, à l'écran, on a glucosylcéramide, qui est un glucose, qui est encerclé en bleu, plus un céramide. Ensuite, la deuxième classe, c'est les sulfatides. Eux, ils sont formés de galactocérébrosides, qui est sulfaté au carbone 3, et j'ai encerclé le sulfate en bleu. La prochaine classe, c'est les globosides, qui sont des polyglycosylcéramides de 3 à 9 sucres de long sur la chaîne oligosaccharidique. Et cette chaîne est souvent formée de glucose, galactose et de N-acétylgalactosamine. La dernière classe, et la classe la plus complexe, sont les gangliosides. Ils sont des céramides oligosaccharidiques avec au minimum un résidu d'acide N-acétylneuraminique, aussi connu comme acide sialique, que j'ai encerclé en bleu. Ces lipides sont souvent trouvés dans les membranes des cellules au cerveau. Pour développer davantage les structures complexes des gangliosides, j'ai 3 diagrammes ici, A, B et C. Le premier diagramme A représente la structure du ganglioside GM1.
Le céramide est coloré en violet ou encadré en violet. Ensuite, l'oligosaccharide est encadré en vert et l'acide sialique est encadré en rouge. Le diagramme B démontre des voies métaboliques des gangliosides, illustrant que l'ajout d'un sucre se fait un sucre à la fois. Et ensuite, le diagramme C illustre diverses gangliosides et comment ces diverses combinaisons de sucres forment l'oligosaccharide. C'est vraiment ce qui est à l'origine de la complexité de ces molécules. Donc, juste pour faire un résumé rapidement des différents glycosphingolipides. Donc, encore, il y a les cérébrosides qui sont un sucre plus un céramide, les sulfatides qui sont un sucre sulfaté plus céramide, les globosides qui sont des polyglycosyl céramides, donc plusieurs sucres plus un céramide, et les gangliosides qui sont des globosides qui ont un résidu ou un groupement acide sialique. Maintenant, on va continuer à la prochaine section de cette présentation et on verra le métabolisme des glycosphingolipides. Donc, il y a d'abord la biosynthèse des céramides. Et il y a 4 réactions principales dedans la biosynthèse, commençant en haut à gauche. La première réaction, c'est l'enzyme 3-cétosphénganine synthase qui va catalyser la condensation de palmitoyl-CoA et sérine en 3-cétosphénganine. Ensuite, la deuxième réaction, c'est la 3-cétosphénganine réductase qui va catalyser la réduction NADPH dépendante du groupement cétone du 3-cétosphénganine en sphénganine. Ensuite, la troisième réaction en haut à la droite, c'est un acyl-CoA transférase qui va catalyser le transfert du groupement acyl sur le groupement 2 aminé de la sphénganine, formant une liaison amide et ainsi la dihydrocéramide. Et la quatrième réaction, c'est la dihydrocéramide réductase qui va catalyser l'oxydation FAD dépendante de la dihydrocéramide en céramide. Maintenant, céramide peut être utilisé comme la base pour la biosynthèse des sphingolipides complexes. Ce prochain schéma démontre la biosynthèse des cérébrosides, notamment glucosylcéramide et galactosylcéramide. Donc, à partir d'un céramide à numéro 1, l'addition d'une unité UDP exose correspondant, donc UDP glucose, UDP galactose, va former le cérébroside correspondant. Donc, c'est vraiment avec l'enzyme approprié comme glucosylcéramide synthase, un UDP glucose va rentrer et le glucose va être ajouté au céramide. Maintenant, regardons la biosynthèse des sulfatides. Les sulfatides sont formés par le transfert d'un groupement sulfate qui est activé de la molécule 3-phosphoadénosine 5-phosphosulfate, qui est la molécule en haut à gauche. Et ce sulfate va être ajouté sur le groupement OH du carbone 3 du galactosylcéramide. Cette diapo illustre la biosynthèse des globosides et gangliosides. Leur synthèse est catalysée par une série de glycosyltransférases. Chaque réaction est catalysée par une enzyme spécifique, même si plusieurs réactions sont chimiquement identiques. Le glucocérébroside est le précurseur de cette voie. Il y a transfert d'une unité galactosyle de l'UDP galactose sur un glucocérébroside pour former le lactosylcéramide. Et ensuite, il y a la fourche des deux voies. Ce qui différencie la voie des gangliosides des globosides est l'addition de l'acide sialique, ou NaNA, au lactosylcéramide chez les gangliosides. Donc, il n'y a pas d'acide sialique dans les globosides. Par la suite, plusieurs réactions d'addition de différentes unités monosaccharidiques peuvent avoir lieu chez les gangliosides et globosides. Et jusqu'à jour, il y a plus que 60 différents gangliosides qui sont connus. Maintenant, un aperçu bref sur les voies de dégradation des glycosphingolipides. Ils sont tous dégradés dans les lysosomes par des enzymes hydrolysantes. Les produits principaux de la dégradation sont céramides et les acides gras, plus les bases sphingoïdes comme la sphingosine, la dihydrosphingosyne. J'ai encerclé ces composés en bleu. L'absence d'une enzyme hydrolysante est à la source de plusieurs maladies génétiques de problèmes de stockage de lipides et sont représentées par les mots qui sont en rouge, les différentes maladies. Notamment, la maladie de Tay-Sachs est causée par l'absence de l'exoaminidase A et entraîne l'accumulation du ganglioside GM2, ce qui provoque des problèmes neurologiques chez les enfants et provoque la mort vers l'âge de 3 ans. J'aimerais retourner à cette image rapidement qui démontre plusieurs types de voies métaboliques. Donc, en haut du schéma, on a les 4 réactions qui forment céramide et ensuite de céramide, on peut soit
le glycosylé pour former les glycosphingolipides, ou le dégradé pour former sphingosine et sphingosine 1-phosphate, ou même former la sphingomyéline. Et à l'intérieur des glycosphingolipides, on peut faire plusieurs différentes branches pour aller vers les globosides, les sulfatides, les cérébrosides, les gangliosides. Une caractéristique importante du métabolisme des glycosphingolipides est qu'il est lié de façon très proche au trafic vésiculaire. Donc, j'ai ajouté des chiffres 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, pour la biosynthèse des glycosphingolipides, elle va suivre la voie sécrétoire. Donc, au chiffre 1, il y a la synthèse de céramide qui débute au réticulum endoplasmique. Ensuite, à 2, on voit que le céramide est transporté à l'appareil de Golgi pour être glycosylé. À 3, on a la vésicule de Golgi qui va transporter le glycosphingolipide à la membrane plasmique où il sera présenté à la surface extracellulaire. Le remodelage des glycosphingolipides peut avoir lieu à la membrane plasmique. Donc, certaines unités de glucides peuvent être enlevées ou ajoutées même à l'extérieur de la cellule. Ensuite, pour le catabolisme ou la dégradation des glycosphingolipides, on regarde à la droite du schéma et cette dégradation va suivre la voie d'endocytose. Donc, au numéro 4, il y a l'endocytose des glycosphingolipides qui mène à la formation d'un endosome tardif. Et au numéro 5, il y a la dégradation des glycosphingolipides dans le glycosome. Et les déchets sont recyclés au réticulum endoplasmique où la synthèse de céramide peut avoir lieu encore. Et la formation de nouveaux glycosphingolipides. Ce schéma est pour illustrer que le transport des glycosphingolipides et même céramides se fait parfois par des protéines de transport. Ces deux protéines sont la protéine SIRT ou Ceramide Transfer Protein et la protéine FAPP2 nommée 4-Phosphate Adapter Protein 2. La SIRT va transférer céramide du réticulum endoplasmique au Golgi et la FAPP2 va transférer les cérébrosides aux différents compartiments du Golgi pour de la glycosylation successive. Et dépendant où la FAPP2 amène le cérébroside, va changer comment il est glycosylé. Voici une vue plus détaillée qui démontre vraiment plus de réactions chimiques dans le métabolisme ou la biosynthèse des glycosphingolipides. Donc, j'ai ajouté encore les chiffres 1, 2, 3, 4 et 5. En lettres noires, on a les différents glycosphingolipides et sphingolipides. Les lettres roses et la couleur verte représentent les noms et les différents enzymes. En bleu sont les protéines de transport. Donc, au numéro 1, la synthèse de céramide débute au côté cytosolique du réticulum endoplasmique. Ensuite, à numéro 2, le céramide est soit transporté à l'appareil de Golgi ou va être aller vers la face interne du réticulum endoplasmique. La glycosylation des sphingolipides au numéro 3 est toujours catalysée par une enzyme qui est membranaire ou ancrée à la membrane. Ensuite, au numéro 4, les vésicules de Golgi vont fusionner avec la membrane plasmique pour présenter à sa surface les glycosphingolipides. Et au numéro 5, l'endocytose des glycosphingolipides mène à la dégradation lysosomiale. Ce schéma illustre vraiment l'importance de la compartimentalisation et le transport des composantes membranaires. Maintenant, on va continuer à notre prochaine section qui traitera les radolipidiques de glycosphingolipides et la signalisation transmembranaire. Alors, c'est quoi un radolipidique? Ils sont des regroupements membranaires de protéines et lipides qui sont hautement organisés et très dynamiques. Ils peuvent exister sous l'état inactif ou état actif. Leur fonction est de regrouper et déplacer ensemble des composantes protéiques et lipidiques qui interagissent ensemble pour permettre plusieurs fonctions, comme le trafic vésiculaire, l'endocytose et la signalisation. Les glycosphingolipides que j'ai encerclés en bleu se retrouvent dans la face externe de la membrane plasmique et sont très concentrés dans les radolipidiques. Ces glycosphingolipides de la face externe vont ensuite interagir avec la face interne de la membrane plasmique ou le côté interne de la membrane plasmique par leur chaîne latérale hydrophobe. Le rôle des rado ou microdomaines est de concentrer les récepteurs et effecteurs des deux côtés de la membrane, ce qui a pour effet d'augmenter la vitesse de fixation du ligand et prévenir le crosstalk indésirable des signaux.
Parfois aussi, l'organisation des radeaux est aussi pour ralentir la vitesse de fixation, donc pour enlever certains récepteurs de leur interaction avec leur ligand. Les diapositives à suivre vont explorer en détail comment les glycosphingolipides peuvent agir dans les radeaux. Alors, voici les mécanismes proposés pour la signalisation liée au microdomaine de glycosphingolipides. Le schéma à gauche est une représentation de la membrane plasmique d'une cellule contenant des microdomaines de glycosphingolipides. La face externe de la membrane présente des glycoprotéines et les groupements glycosylés des microdomaines enrichis de glycosphingolipides. Associés à ces microdomaines, à la face externe de la membrane, sont des protéines transducteurs de signal, représentées par TDA et TDB, donc deux protéines séparées transducteurs. Les microdomaines peuvent interagir avec d'autres glycosphingolipides, des lectines ou des anticorps de façon verticale, et ils peuvent aussi agir ou interagir avec d'autres microdomaines de façon horizontale. Ensuite, regardons à droite où il y a l'illustration de deux cellules A et B, et il démontre les différents mécanismes dont les microdomaines peuvent faire la transduction du signal. Au numéro 1, le microdomaine de glycosphingolipides est associé avec des transducteurs qui sont inactifs. Et ensuite, au numéro 2, lorsque les différents ligands sont présentés, la fixation induit un changement de conformation à travers la membrane, ce qui va déclencher un signal. Au numéro 3, il y a la représentation d'une cavéole ou une invagination de la membrane. Ces cavéoles peuvent aussi avoir des composantes similaires aux microdomaines qui sont illustrés par la lettre G, et ils sont impliqués dans la transduction du signal des facteurs de croissance. Alors, la lettre X représente les récepteurs de facteurs de croissance et la lettre Y représente la cavéoline, qui est une protéine qui permet de garder la structure de la cavéole. Ensuite, à la cellule B, les microdomaines sont impliqués dans l'adhésion cellulaire par les interactions entre glycosphingolipides. Au numéro 4, les changements de conformation sont transmis à travers la membrane et activent les transducteurs lorsque deux microdomaines de deux différentes cellules entrent en contact et peuvent s'interagir par les liaisons qui sont formées entre leurs unités de sucre sur leur glycosphingolipides. Au numéro 5, c'est un exemple d'une façon indirecte que les glycosphingolipides peuvent avoir un effet sur la transduction du signal. Donc, l'interaction entre autres composantes membranaires, comme les intégrines, va être facilitée par l'adhésion cellulaire des glycosphingolipides. Donc, c'est un effet indirect à cause que c'est les glycosphingolipides qui vont d'abord permettre l'adhésion cellulaire. Et lorsque les cellules sont adhérées, autres composantes dans la membrane, comme les intégrines, pourront ensuite interagir et transmettre leur propre signal. Donc maintenant, pour regarder un exemple spécifique de comment la transduction du signal va avoir un impact sur la réponse inflammatoire avec l'aide de microdomaines de glycosphingolipides. Dans cet exemple, lactosylcéramide est sur la face externe de la membrane plasmique et elle est directement associée à la protéine Lin. Cette protéine est une NR-takeoff et se retrouve à la face interne de la membrane plasmique. La fixation d'un pathogène au microdomaine enrichi de glycosphingolipides va induire un changement de conformation qui va être transmis à travers la membrane et facilite la phosphorylation de la protéine Lin. Et cette phosphorylation va activer autres protéines comme les protéines G trimériques, comme illustré par GI. Ceci va enchaîner la phagocytose, la génération de superoxydes et la migration cellulaire pour se défendre de l'infection. Cet exemple est un exemple spécifique de lactosylcéramide qui interagit avec un ligand, mais il est à noter que les glycosphingolipides et la combinaison des sucres qui sont présents sur leur chaîne oligosaccharidique va changer comment ils peuvent ou qu'est-ce qu'ils peuvent interagir avec comme ligand. C'est les interactions entre glycosphingolipides qui vont conférer la spécificité initiale de l'adhésion et ensuite autres protéines pourront participer dans l'adhésion et la transduction de signaux. Ceci est un domaine très étudié à cause que plusieurs chercheurs pensent que les cellules cancéreuses qui sont métastasiques
démontrent des changements dramatiques dans la composition de leur sucre à la surface membranaire pour promouvoir l'adhésion et la migration d'une tumeur. Alors maintenant, on va terminer avec la dernière section de cette présentation. Celle-ci portera sur le rôle des glycosphingolipides dans la prolifération, différenciation cellulaire et l'apoptose. Alors, les glycosphingolipides ont une fonction bimodale dans la prolifération, différenciation et l'apoptose. Bimodal voulant dire qu'ils ont deux fonctions principales. La première fonction, c'est l'interaction entre les glycosphingolipides et les récepteurs qui aura un impact sur les voies de signalisation pour la prolifération et différenciation. Et la deuxième façon, c'est la régulation des métabolites des glycosphingolipides qui aura un impact sur la prolifération et l'apoptose. Donc, dans ce schéma, on a le ganglioside GM3 qui est pris comme exemple. Ce ganglioside va inhiber le récepteur du facteur de croissance épidermique en prévenant sa dimérisation. Cela va inhiber l'autophosphorylation du récepteur et va ralentir la voie de MAP kinase et donc la prolifération va aussi être ralentie. Vers la gauche ou numéro 2, c'est les catabolites de ganglioside GM3 qui vont généralement inhiber la protéine kinase C, ce qui va aussi inhiber la prolifération cellulaire. Notez que ceci est juste un exemple spécifique de ganglioside GM3 qui est en train de ralentir la prolifération, mais il y a plusieurs autres glycosphingolipides qui peuvent accentuer la prolifération au lieu. Donc, maintenant, on va regarder à la première fonction des glycosphingolipides et leur interaction et régulation des RTK. La présence d'un profil spécifique de glycosphingolipides à la surface de la membrane plasmique d'une cellule peut garder les RTK dans un état soit inactif ou actif. Le changement dans la composition des glycosphingolipides peut réguler l'activation et inactivation de ces récepteurs. Les glycosphingolipides agissent comme des régulateurs allostériques. Ils vont altérer la capacité d'un récepteur à reconnaître un ligand ou sa capacité à faire une dimérisation ou sa capacité à faire une autophosphorylation. Les glycosphingolipides peuvent aussi se lier au RTK pour les diriger vers un autre lieu sur la membrane pour réguler l'activité du RTK. Par exemple, ils peuvent les rapprocher ou éloigner de leur effecteur. Voici un exemple spécifique de la régulation d'un récepteur par les glycosphingolipides. Dans cet exemple, on a le tropomyosin receptor kinase A et son ligand, le facteur de croissance nerveuse, NGF, qui sont régulés par le ganglioside GM1. La chaîne oligosaccharidique va stabiliser le complexe TRKA et NGF. Cela va provoquer la phosphorylation de tyrosine 490 sur TRKA et va accentuer la cascade MAP kinase. Cette cascade mène à la différenciation des neurones et aussi à leur protection. Maintenant, regardons la deuxième fonction des glycosphingolipides dans la prolifération et apoptose. Celle-ci étant la régulation des métabolites des glycosphingolipides. Ces derniers peuvent agir comme des seconds messagers dans multiples voies de signalisation. Dans ce schéma, une flèche qui pointe vers le haut et encerclée indique une activation d'une certaine voie, et une flèche qui pointe vers le bas qui est encerclée indique une inhibition d'une voie. Donc, comment est-ce que ces augmentations ou diminutions peuvent avoir un effet sur la prolifération? Alors, les mécanismes possibles démontrés à la droite sont l'activation de la cascade de MAP kinase, l'augmentation d'acide phosphatisique, l'activation de différentes protéines kinases qui vont activer des facteurs de transcription, la libération de calcium intracellulaire et l'interaction avec des récepteurs couplés aux protéines G qui vont toutes augmenter la synthèse de l'ADN et alors augmenter la prolifération cellulaire. Regardons à comment les métabolites des sphingolipides peuvent avoir un effet sur des voies apoptotiques. Il y a deux façons principales que l'apoptose peut avoir lieu, soit de façon extrinsèque où il y a un signal externe qui va causer l'apoptose ou par voie intrinsèque où un signal interne va causer l'apoptose. Chez les glycosphingolipides, c'est plutôt la voie intrinsèque qu'ils vont suivre. Donc, il y a deux mécanismes principaux que les céramides vont suivre pour permettre l'apoptose. La première façon, c'est en régulant la transcription des gènes en propageant un signal.
Et ça, c'est illustré par les flèches vers le bas de ce diagramme. Donc, l'activation des CAP et GNK vont faire activer le facteur de transcription CGUN. Et ce facteur de transcription est connu pour activer l'apoptose. La deuxième manière que les glycosphingolipides vont déclencher l'apoptose, c'est via la mitochondrie, qui est représentée par les autres voies dans ce schéma. En interagissant avec la mitochondrie, ils vont générer plus de réactifs superoxydes et aussi interagir avec le cytochrome C et différentes caspases pour déclencher l'apoptose. Dans ces deux mécanismes, c'est vraiment la suraccumulation de sphingolipides et de ces produits qui va activer les voies apoptotiques. Mais là, on a un peu d'un problème à cause que je viens d'indiquer que la prolifération est augmentée par les glycosphingolipides, mais que l'apoptose est aussi augmentée par les glycosphingolipides. Donc, lequel est-ce que c'est? Alors, réellement, même si les deux peuvent être accentués par la présence de glycosphingolipides, c'est vraiment la régulation des différents métabolites qui va faire un équilibre entre apoptose et prolifération. Les niveaux intracellulaires de céramides viennent de l'équilibre dynamique entre leur formation et dégradation par diverses enzymes. La régulation de ces enzymes va faire en sorte de moduler les niveaux de céramides et générer des lipides qui sont mitogéniques, donc qui augmentent la prolifération. Cela va conclure ma présentation. Vous avez eu la chance d'apprendre au sujet des différents sphingolipides et leurs dérivés, la manière dont ils sont synthétisés, dégradés et la façon qu'ils se transportent par trafic vésiculaire. Nous avons aussi regardé au radolipidique et les microdomaines membranaires de glycosphingolipides qui sont organisés et comment ils peuvent participer à la signalisation transmembranaire. Et finalement, nous avons vu comment la prolifération cellulaire et l'apoptose sont contrôlées par des fonctions bimodales des glycosphingolipides. Merci de m'avoir écouté.